Je vous propose de commencer pour respecter les délais. Donc merci de votre présence en ce jour ensoleillé. Je vous propose pour ce titre de comprendre les cancers hématologiques et leur parcours de soins, de le euh, décomposer en trois parties. Une première partie où je vais faire une présentation rapide, succincte, schématique des maladies hématologiques. Et après, je vous propose une discussion avec un des patients qui est suivi dans le centre où je travaille. Je le remercie d'être présent aussi aujourd'hui à distance pour témoigner librement. Moi, je vais bien sûr respecter le secret professionnel et donc pas dévoiler son nom et je le laisserai se présenter comme il le souhaite. Il est en ligne. Et enfin, une troisième partie pour pouvoir répondre à vos questions s'il y en a. Je vous encourage. Si vous en avez pas, je vous poserai moi-même des questions. Souvent, vous savez, on met plein de logos. J'aime bien expliquer les différents logos. Donc moi, je suis docteur Alex Talbot. Je suis maître de conférence en immunohématologie à l'hôpital de Saint-Louis. Et donc, je travaille pour l'université Paris-Cité, dans les hôpitaux de l'APHP, à l'hôpital Saint-Louis. J'ai la chance de travailler avec deux groupes très importants. Je vais mettre en avant celui des patients AF3M, c'est l'Association française des malades atteints de la maladie dont je m'occupe, qui est le myélome multiple. Très important le poids des associations de patients pour à la fois aider les patients qui ont besoin de ressources et divulguer les différentes informations. Donc, voilà, si en fonction des pathologies, vraiment, j'encourage la formation d'associations qui jouent vraiment un rôle clé et aussi qui permet de relier parfois les informations avec les autorités de santé pour essayer d'accélérer le développement de nouveaux produits, de nouveaux médicaments. Et enfin, on a l'équivalent pour les médecins. C'est un intergroupe où tous les médecins se réunissent deux fois, enfin tous les 2 mois pour discuter des futurs traitements de la recherche à développer. Et j'ai aussi une activité de recherche dans un laboratoire à l'hôpital Saint-Louis. Comme je travaille pour améliorer les soins des patients, je travaille aussi avec des industries pharmaceutiques qui développent des médicaments. Donc il faut, aujourd'hui c'est difficile de développer des nouveaux médicaments sans travailler avec l'industrie pharmaceutique. Donc voici quelques liens d'intérêt. Première grosse message à vous apporter, que les maladies du sang, en fait, souvent, il y a un lien avec la moelle osseuse. Il y a souvent cette distinction difficile à comprendre en consultation. On parle bien de la moelle osseuse et pas de la moelle épinière du tout. Mais tous les éléments qui sont présents dans le sang ont été produits par la moelle osseuse. La moelle osseuse, c'est vraiment le centre de production et le sang, c'est vraiment un récipient qui permet de faire circuler ces cellules. Ça, c'est un message très important à rappeler. L'autre constat de cela, c'est que parfois on va avoir des diagnostics ou des hypothèses diagnostiques menées sur le sang, parce que c'est ce qu'on fait tous le plus souvent, des prises de sang. Mais s'il y a des anomalies de ces prises de sang, parfois on va avoir besoin d'aller voir ce qui se passe au sein du centre de production, au sein de l'usine. Et donc malheureusement aujourd'hui en 2025, souvent dans les maladies hématologiques, maladies du sang, on a besoin de faire un prélèvement dans la moelle osseuse pour pouvoir comprendre le mécanisme, faire un diagnostic. C'est l'examen qui n'est pas le plus agréable. Ça s'améliore. Il y a aujourd'hui des techniques d'hypnose, de relaxation, d'anesthésie. On essaye d'améliorer ce soin qui est toujours un moment un peu difficile, mais aussi parce que c'est lié avec des diagnostics de maladies parfois sérieuses. Mais aujourd'hui, on n'a pas réussi à se passer de cet examen pour interpréter au microscope ce qui se passe vraiment au sein du système immunitaire. La moelle osseuse, vous pouvez vous demander où est-ce qu'elle se situe. En fait, elle se situe dans les os qu'on appelle plats et longs. Et donc, on a surtout au niveau du bassin, au niveau du rachis et des côtes. Et donc, on peut faire des prélèvements à deux endroits. On peut faire un prélèvement ici au niveau du bassin en postérieur ou ici au niveau du sternum. C'est entre guillemets facilement accessible. Et c'est vraiment là que le centre de production de l'usine est le plus important. Dans le sang, donc vous voyez la distinction entre il y a la moelle et il y a le sang. Dans le sang, globalement, grossièrement, il y a trois types de cellules. Ceux que vous connaissez le plus, c'est les globules rouges. Une partie peu connue qu'on appelle les plaquettes pour la coagulation, pour arrêter les saignements. Et enfin, toute une partie du système immunitaire pour se protéger contre les infections. Et chacun de ces familles est produit au sein de la moelle osseuse. Dans la moelle osseuse, il y a des cellules qu'on appelle souches. Une cellule souche, c'est une cellule qui a plusieurs capacités, qui a une capacité de se diviser et au fur et à mesure de maturer, d'avancer dans son développement pour in fine produire les cellules qu'on va retrouver dans le sang. Donc il y a plusieurs voies
de différenciation. Et ces cellules souches, elles ont aussi des capacités d'auto-renouvellement, ce qui permet que tout au long de la vie, on est capable de régénérer, de refaire des globules. Et c'est aussi un message important parce que parfois, on peut faire soit des autogreffes, on peut prendre la moelle d'un patient, faire des gros traitements et lui réinjecter sa propre moelle après, ou on peut prendre la moelle d'un patient et l'injecter à un autre patient. Donc c'est vraiment des capacités très particulières du système immunitaire, des cellules souches, qui permettent toujours une différenciation. En fait, il y a des voies, il y a des lignées. La cellule, elle sait ce qu'elle doit devenir, ce qui permet de régénérer. Et encore une fois, il y a des grandes familles, et on va le montrer par la suite, parce que bien sûr, il n'y a pas un cancer hématologique. Il y en a beaucoup, il y en a peut-être 100, peut-être 200. Et donc, c'est un message important, c'est que quand il y a un problème dans le sang, il y a un temps pour faire le diagnostic. Ce n'est pas des diagnostics minutes. Il y a certains diagnostics très faciles à faire, mais souvent, il faut 1, 2, 3 rendez-vous, quelques examens. On y va étape par étape. 5 grands concepts, peut-être qui sont valables pour beaucoup de spécialités, mais en hématologie. C'est que d'abord les maladies du sang, je le rappelle, c'est souvent des maladies soit de la moelle, soit du système immunitaire. Donc j'ai parlé de la moelle, mais il y a aussi des maladies du système immunitaire qui font gonfler la taille des ganglions. Ce qui est peut-être le plus connu, c'est les maladies, les lymphomes. Et après, en consultation, on a des difficultés puisqu'il y a toujours la dichotomie des différences entre des maladies qui sont dites bénignes. Parfois, on n'a pas besoin de traiter certaines anomalies de la prise du sang. Il y a des choses qui sont tout à fait banales ou qui n'ont pas de conséquences sur la santé, versus des maladies malignes. Et c'est pas toujours si facile. Bien sûr, quand on est patient, on ne sait pas forcément quand c'est marqué en gras sur la prise de sang, si c'est grave ou si c'est pas grave. On a toujours tendance à penser que c'est grave. Et parfois, on peut être amené à voir son médecin traitant ou l'hématologue. Donc la spécialité des maladies du sang, c'est l'hématologie, pour faire cette distinction. L'autre chose, c'est qu'il y a des maladies aiguës. Une maladie aiguë, c'est du jour au lendemain, il s'est passé des choses au niveau du système immunitaire ou de la moelle osseuse, et du jour au lendemain, on va vite pas bien. Versus des maladies où il y a une apparition au cours du temps d'anomalies dans le sang. Parfois, il y a des globules qui peuvent monter de manière très importante dans le sang, mais il n'y a pas de conséquences immédiates, il n'y a pas d'urgence. Alors bien sûr, pour dire qu'il n'y a pas d'urgence, il faut avoir fait des examens et s'assurer que tout est... Mais donc tout ça pour dire que c'est pas si facile et comme je l'ai dit, il y a 100, 200 diagnostics différents en hématologie. Et après, il y a des sous-classes, on peut tirer plusieurs tiroirs. Au sein de ces différentes pathologies, il y a des maladies d'un certain type de cellules qu'on appelle plutôt myéloïdes, plutôt lymphoïdes. Et tout ça, c'est extrêmement important pour poser le diagnostic et surtout pour le traitement. Et enfin, comme il y a des maladies hématologiques qu'il n'y a pas besoin de traiter, vous voyez l'hématologue, il vous dit vous avez une maladie, il y a une maladie qui s'appelle leucémie lymphoïde chronique, trop de lymphocytes dans le sang, on fait tous les examens et on voit que cette anomalie, elle n'entraîne pas d'autres problèmes sur les autres globules. Et il n'y a pas besoin de traiter. Donc ça, souvent, il y a dans d'autres pathologies, si on dit qu'il y a un cancer, on a vu un cancer quelque part, souvent on se dit il faut un traitement. Et là, on sait qu'il y a des patients qu'on peut surveiller pendant des années sans qu'il y ait besoin d'intervention. Pourquoi ? Parce que les traitements d'aujourd'hui, pour cette maladie-là, ne permettent pas de guérison à 100%. Si on avait un traitement qui pouvait guérir tout le monde, sans effet secondaire, sans impacter la qualité de vie, peut-être qu'on pourrait se reposer la question, mais aujourd'hui, on n'est pas capable de le faire. Versus des maladies qui nécessitent du jour au lendemain, souvent dans les maladies aiguës, une leucémie aiguë, qui est peut-être la pathologie la plus caractéristique. Du jour au lendemain, il faut hospitaliser, garder les patients, faire des traitements très longs. Et donc tout ça, ça met un peu de confusion ou d'anxiété quand on arrive pour la première fois en consultation. Encore une fois, le message, c'est parfois, ça peut être totalement bénin, pas grave, éventuellement des corticoïdes ou juste une surveillance. Et à contrario, ça peut être tout de suite hospitalisation et des projets de traitement très lourds. Une petite image pour expliquer qu'est-ce qu'un cancer, ou en tout cas des grands principes des maladies tumorales. Un cancer, en fait, soit je l'ai dit, ça peut être aigu, il y a des maladies qui peuvent apparaître très rapidement, mais parfois il y a l'acquisition au cours du temps de plusieurs anomalies au sein de la cellule, au sein de l'ADN. Vous savez que nos cellules, elles se répliquent, elles fabriquent des progéniteurs très réguliers, et il peut y avoir des facteurs extérieurs, exogènes, qui sont à risque d'augmenter ce risque d'anomalie. Ce qu'on connaît le plus, peut-être, c'est les agressions chimiques, les rayonnements, certaines infections chroniques, le vieillissement. Malheureusement, plus on vieillit, plus il y a le risque de faire des anomalies sur ces cellules.
et parfois des facteurs d'hérédité. Et en fonction des pathologies, on est à même de savoir quels sont les facteurs de risque. Malheureusement, il y a des maladies pour lesquelles on n'a pas identifié un facteur prédominant, et le plus souvent, c'est la faute à pas de chance, mais on n'a pas en tout cas aujourd'hui identifié quel était le facteur prédisposant principal. Et donc vous voyez, à partir d'une cellule, il va y avoir une augmentation progressive. Et parfois, il y a aussi le système immunitaire pendant un moment qui est capable de contrôler cette prolifération. Il y a une forme de balance, un équilibre entre la maladie tumorale et le système immunitaire. Et plus le système tumoral va augmenter, plus ça va agresser le corps et on va avoir besoin de faire des traitements. Un exemple d'une pathologie qui est peu connue dans le milieu général, mais connue en hématologie, donc c'est le myélome multiple. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce mot, mais en fait ça représente 1% des cancers. C'est la deuxième maladie la plus fréquente en hématologie, et il y a à peu près 7000 nouveaux cas par an en France, et c'est plutôt une prédisposition du sujet âgé, puisque ça touche une production des anticorps, et au cours du vieillissement, on est plus à risque de faire des anomalies sur ces cellules-là. Et c'est un bel exemple, puisque souvent le dépistage ou l'anomalie première, elle est faite dans le sang, où on trouve qu'il y a la production d'un excès d'anticorps. Mais malheureusement, pour faire le diagnostic de certitude, on est obligé d'aller voir au sein de la moelle osseuse ces sous-types de cellules qui produisent les anticorps. Et ça passe encore aujourd'hui par la réalisation d'un myélogramme. Vous voyez, il y a des examens dans le sang périphérique, on a souvent besoin d'aller voir au sein de la moelle osseuse. Et au sein de la moelle osseuse, on peut à la fois regarder les cellules au microscope. Donc là, il y a un médecin spécialisé qui n'est pas un hématologue, mais c'est vraiment un médecin au laboratoire qui fait que ça de sa journée, c'est sa spécialité. Et on peut aussi regarder par différentes techniques ce qu'expriment les cellules à leur surface, puisqu'en fonction de leur différenciation, elles vont avoir des marqueurs, elles ont des vêtements différents, si je peux dire. Et ça va nous aider pour faire le diagnostic et pour traiter. Je ne vais pas aborder ce chapitre-là, mais dans les maladies qui donnent des ganglions, qui augmentent la taille des ganglions, plutôt que d'aller voir dans la moelle, on va voir directement dans le ganglion. Et pour ça, aujourd'hui, on fait des biopsies. Avant, on retirait entièrement le ganglion en passant au bloc opératoire avec un chirurgien. Aujourd'hui, on peut faire une biopsie. Donc les radiologues, il y a des radiologues spécialisés en radiologie interventionnelle sous une très bonne anesthésie. Il y a une sorte de pistolet qui fait un aller-retour dans le ganglion. C'est peu douloureux, c'est rapide et on a des bons diagnostics. Là, on ne regarde pas les cellules, mais on regarde le tissu du ganglion. Et pareil, on peut faire des marquages pour regarder ce que les cellules expriment à leur surface. Dans les messages que sur lesquels je voulais insister aujourd'hui, il y a ces différents temps pour moi. Le diagnostic en hématologie, ce qui est parfois difficile, et on va l'aborder avec Monsieur B tout à l'heure, c'est d'arriver à l'hématologue ou d'arriver à l'hôpital. Parfois, il y a des patients qui voient un médecin, deux médecins, le médecin traitant, puisque le médecin principal était pas là, était en vacances ou pas disponible. Et donc, il y a la difficulté à mettre la main sur le spécialiste. Il y a peu de consultations en privé en hématologie. C'est souvent les hôpitaux publics, des gros CHU, et c'est parfois difficile d'accéder. En tout cas, il y a peut-être des choses à améliorer. Et ce diagnostic, comme j'ai dit, il y a besoin parfois de l'affiner, parfois besoin de refaire des examens. Le premier examen n'a pas été rentable, on a besoin d'aller plus loin, de faire une biopsie, puis une deuxième, puis d'attendre des marqueurs, l'anatomopathologie. Parfois ça peut être long, mais c'est important de prendre ce temps-là. Une fois qu'on a fait ça, d'abord, c'est important de dire qu'il faut voir les patients pour faire ce type de diagnostic. Ce n'est pas des choses qu'on peut faire en télémédecine, en téléconsultation. On a besoin de discuter franchement, de connaître le patient, ses comorbidités, ses autres soucis de santé. Et ça passe par un temps à l'hôpital ou en consultation. Une fois qu'on a fait ça, le médecin, après, il se réunit avec tous les autres médecins de son service, éventuellement le médecin qui regarde les cellules au microscope, le médecin qui fait les examens radiologiques ou différents spécialistes. On se réunit tous autour de la table à une date définie. Et c'est ce qu'on appelle la réunion de concertation pluridisciplinaire. Pour poser la question, et c'est obligatoire pour toute décision de traitement en onco-hématologie, pour savoir est-ce que vous êtes tous d'accord pour traiter ou pas traiter le patient, et si on le traite, avec quoi on le traite. Et nous, on essaye de choisir ce qui nous semble être la meilleure option thérapeutique, à la fois des côtés scientifiques sur ce qu'on sait, mais aussi en fonction des choix du patient, de ce qu'il nous a dit lors de la consultation, et éventuellement de certains effets secondaires de médicaments. Par exemple, si le patient nous dit moi, je vis à la campagne, je ne veux pas rester à l'hôpital pendant 3 mois, c'est hors de question, pour moi c'est impossible. Voilà. Parfois, il y a des modalités comme ça de traitement qu'on peut être amené à ajuster, mais d'abord, ce qui compte, c'est la meilleure option pour être le plus efficace, bien sûr, sur la maladie.
Une fois qu'on a fait ces 2 premiers temps, après, on va passer au traitement. Souvent, moi, je dis aux patients, le premier mois, voilà, on arrête le travail, on se concentre sur la maladie, il y a plein de soucis, plein de choses à gérer, et on voit comment le traitement se passe. Et après, avec différentes ressources, on va l'aborder par la suite. Les traitements sont de plus en plus ambulatoires. Il y a des traitements de certaines maladies lourdes comme ça qui peuvent être faits au domicile des patients ou dans une structure qu'on appelle l'hôpital de jour. On vient une partie de la journée et on repart après à la maison. On est de moins en moins hospitalisé. La prise en charge dans la RCP, il y a bien sûr certains facteurs très importants pour nous qui sont l'âge du patient. On ne va pas traiter de la même façon un patient qui a 20 ans versus un patient qui a 80 ans. Ses comorbidités, c'est-à-dire est-ce qu'il a plein de soucis de santé antérieurs, des maladies du cœur, des poumons, des reins ou aucun antécédent. On a besoin parfois de certaines anomalies sur les chromosomes de la cellule. Ça peut prendre du temps pour savoir si la maladie a des caractéristiques agressives ou pas agressives. Et enfin, est-ce que le patient il a déjà reçu plusieurs traitements? Il y a des maladies où parfois on traite 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois sur 20 ans. Et à chaque fois, on s'adapte en fonction de la rechute de la maladie. Et bien sûr, on ne traite pas de la même façon dans les années 90 et en 2024-2025, puisqu'il y a vraiment des révolutions. On est en train de vivre en ce moment même une nouvelle révolution et elles ne font que s'accumuler. Donc il y a vraiment des messages d'espoir, même si ça reste des maladies difficiles à traiter. Là, je parle surtout des pathologies malignes. Il y a aussi beaucoup de progrès dans les pathologies bénignes, mais il y a vraiment eu des très gros progrès dans les maladies malignes. Et donc là, ce que j'aime bien dans ce type de trajectoire cancer, c'est effectivement, il y a des chemins, il y a des parcours de soins où on peut, donc chaque patient est différent, chaque parcours est différent, c'est toujours très difficile de comparer un patient A à un patient B, pourquoi l'un a eu tel traitement, pourquoi l'autre a eu tel traitement, mais c'est vraiment... c'est pas toujours une médecine 100% personnalisée, mais on essaye et je pense qu'on tend vers cela. Et donc je réinsiste sur ce premier temps de diagnostic qui est peut-être trop long dans certains cas, qu'on essaye de raccourcir. L'annonce par le médecin visuellement, on dit les choses le plus clairement possible. Les médecins ont dit qu'on donne une information qui est claire, loyale, appropriée. Ça, c'est le texte. Après, chacun a ses modalités. Mais c'est important pour nous que les messages clés soient passés, même si on sait que dans l'annonce diagnostique, il y a parfois un blackout où c'est difficile de retenir des choses de cette consultation par le stress, par tout ce que ça représente. Mais souvent, il y a une deuxième consultation par une infirmière spécialisée. Souvent, il y a un temps plus long qui est consacré, des termes peut-être moins scientifiques, un rapport différent entre le patient et le professionnel de santé. Et ça, c'est un temps très important. Souvent, moi, j'aime bien que le patient soit hospitalisé par la suite pour le début des traitements parce que ça permet de se reposer, de répondre. Le patient, il peut être rentré chez lui après la consultation avec l'infirmière, avoir marqué ses questions. Il y a souvent un petit passage par Internet, Google et des informations pour lesquelles il faut revenir. Et donc, durant cette courte hospitalisation pour initier les traitements, possibilité de rencontrer les différents acteurs de soins dans le service, diététiciens, kinés, assistantes sociales, même si à l'hôpital public, j'ai pu constater que ce n'était pas aussi riche que nos collègues dans les CLCC, mais on tend vers ça. Et après, il y a aussi le temps de l'après-cancer, le retour voilà, une vie sociale le plus normale possible, un retour au milieu professionnel qui est très, très importante. Une slide un peu surchargée, mais pour dire que il y a certes des traitements à l'hôpital, mais il y a aussi des traitements en hôpital de jour. Et ce terme de HAD, c'est hospitalisation à domicile. Hospitalisation, en fait, ça ne veut pas forcément dire grand-chose, mais en tout cas, ça peut vouloir dire que nous, les médecins, on a vu le patient une fois à l'hôpital, on a fait appel à un prestataire de soins ou à une structure particulière. Et on a dit, et on a prescrit pour ce patient-là, je suis d'accord pour qu'il reçoive des traitements, tel type de traitement à la maison à partir de tel jour. Il y a ces rencontres avec cette structure pour faire connaissance avec le patient, savoir où il habite, les numéros de téléphone et expliquer. Mais voilà, il y a des traitements, parfois de l'immunothérapie, des traitements parfois très coûteux, qui peuvent se faire via ce circuit-là au domicile. Donc ça évite de faire des déplacements à l'hôpital, même si le patient il est suivi dans Paris. Voilà, on sait que les temps de transport sont très importants, il y a des temps d'attente, on est souvent en retard à l'hôpital et globalement on est tous mieux à la maison qu'à l'hôpital. Donc il y a de plus en plus de traitements faits en HAD, mais encore une fois c'est important qu'il y ait tous les spécialistes, tous les différents intervenants qui soient en communication, puisque souvent c'est le spécialiste qui dit d'accord pour faire les traitements à la maison, mais il faut qu'on revoie le patient après pour s'assurer que le traitement il est bien efficace et il n'y a pas d'effet secondaire.
Le médecin, c'est important, les traitements, c'est important, mais il y a autre chose, il faut être entouré. On sait que les traitements sont mieux supportés, mieux tolérés, plus efficaces quand on est entouré. Quand on est tout seul, c'est tout de suite plus difficile, et ça, c'est vrai pour beaucoup de choses dans la vie. L'aide à domicile, l'assistante sociale, pouvoir avoir des déplacements. Donc, vous savez que ces maladies-là, c'est des prises en charge à 100%. Il peut y avoir des bons transports pour faire les allers-retours. Vraiment un rôle des associations qui est très, très important. Il y a beaucoup de choses qui se développent aussi avec des webconférences, des MOOC, enfin des types d'enseignement un peu à distance. Après, il y a deux types de patients. Il y a ceux pour lesquels ils veulent venir des experts de la maladie, tout connaître. Et il y a des patients, quoi, pour qui ils n'ont pas besoin d'avoir accès à toutes ces informations, une entière confiance aux médecins. Donc, mais je pense qu'il faut le proposer systématiquement, et après chacun fait ce qu'il veut. J'ai parlé rapidement d'immunothérapie, je vais dire le mot de CAR-T-cell. On prend les lymphocytes des patients, on les modifie, on les réinjecte, très spécialisé, très coûteux, très moderne. Mais il y a tout ce qui est les soins de support, et les soins de support, vulgairement, ça sauve autant la vie que l'immunothérapie moderne. Et on ne peut pas faire ces traitements très coûteux, très innovants, très efficaces sans faire ces soins de support. Et donc souvent, je dis aux patients, voilà, je fais l'ordonnance, je la sépare. Il y a les traitements très importants, immunothérapie, chimiothérapie orale, mais à côté, il y a tout le reste dans l'ordonnance, et c'est aussi important. Important pour éviter de faire des infections. Quand on va traiter le système immunitaire, généralement, on augmente le risque de faire des infections, et donc on donne des antibiotiques au long cours. On peut aussi renforcer la densité des os, en tout cas éviter qu'elle diminue trop. Il faut fluidifier le sang, parce que quand on a une maladie cancéreuse, ça augmente le risque de faire des thromboses. Des traitements contre les douleurs très importants. Et aujourd'hui, on a à disposition des facteurs de croissance. C'est-à-dire que quand on fait des grosses doses de traitement, parfois on fait baisser les globules pour éviter que ça fatigue ou que ça augmente le risque des infections ou de saigner. On peut donner des facteurs de croissance qui stimule la moelle osseuse pour que les globules ne baissent pas trop et qu'on puisse donner les traitements en sécurité. Bien sûr, il y a l'activité physique qu'on appelle adaptée. On n'a pas besoin que tous les patients deviennent marathoniens. C'est difficile à 8 grammes d'hémoglobine et quand on est fatigué. Mais il faut avoir une activité physique adaptée à son âge. Donc, si moi, le patient, il me dit que sur son téléphone portable, il fait 5000 pas, je vais lui demander de faire 8000 ou 10 000 pas à la prochaine consultation. S'il me dit qu'il ne sort pas du tout de chez lui, je vais lui demander d'aller une fois chercher le pain par semaine, puis 2 fois, ou sortir le chien. Voilà. Donc, l'idée, c'est d'être en mouvement et d'augmenter et de prendre un peu goût à ça. C'est difficile parce qu'on n'a pas toujours les structures, donc on a besoin de la petite fille, on a besoin de l'entourage pour nous aider, mais c'est très important. Voilà, juste pour rebondir sur ce que j'ai dit au début, on a besoin de voir les cellules, qu'est-ce qu'elles expriment à leur surface, quels sont leurs vêtements, quoi, si on peut prendre cette analogie, puisqu'aujourd'hui on est capable de donner des petits noms à ces molécules, et on a été capable de développer différents anticorps, des anticorps qui peuvent être couplés à de la chimiothérapie, où on peut coupler deux anticorps entre eux, où on peut mettre un anticorps sur une cellule spécialisée dans le système immunitaire qu'on appelle les lymphocytes. Et donc voilà, aujourd'hui c'est ce temps-là d'immunothérapie qu'on est capable de développer. Et idéalement, on peut prendre ces cellules chez le patient, l'équiper de ce récepteur, lui réinjecter, et ce récepteur va reconnaître la cellule qui est malade et la tuer. Donc ça, c'est ce qu'on entend beaucoup dans des journaux d'immunothérapie, mais c'est vraiment l'actualité, c'est sûr que ça sera le futur. Un tout petit mot sur la recherche clinique, c'est souvent un moment un peu difficile à aborder en consultation. Quand on propose à un patient de participer à un essai clinique, ou en tout cas c'est important pour nous de savoir tout de suite si le patient il est réfractaire 100% à la recherche clinique pour des questions parfois complexes à comprendre. Pour vous expliquer qu'il y a de plus en plus d'essais cliniques disponibles dans le monde, mais surtout en France, à différents stades. On va revoir rapidement les stades. Et souvent, ces essais cliniques, si on le propose à un patient, c'est qu'on pense qu'il y a un gain, il y a une chance intéressante pour lui, pour cette pathologie, d'avoir accès à une nouvelle molécule pour laquelle on ne peut pas avoir accès en dehors de cet essai clinique. Donc ça demande aussi un temps important en consultation pour expliquer le protocole, expliquer le schéma, que ce qu'on recherche. Et dans tous les cas, il faut avoir une signature du consentement. Le patient il doit lire une note d'information. Il faut qu'on ait pu répondre à l'ensemble de ces questions avant qu'il puisse participer à ce protocole. Dans des protocoles notamment les plus importants, qu'on appelle les phases 3, on va comparer un bras A par rapport à un bras B. Il y a ce qu'on appelle une randomisation, un tirage au sort. Donc vraiment, ça, c'est des choses qui nécessitent un temps très particulier. Mais vu l'évolution des traitements, on a de plus en plus d'essais cliniques à disposition, et ça nécessite encore des discussions face à face avec le patient pour expliquer. Globalement, c'est
il y a un nouveau médicament pour lequel, qui a été développé souvent par une compagnie ou par une start-up. On va d'abord tester chez très très peu de patients pour vérifier, essayer de trouver la dose efficace. Après, on va prendre un peu plus de patients, on va tester pour voir les effets secondaires éventuellement qui pourraient apparaître chez plus de patients. Et les plus grosses phases, les plus importantes, c'est on va comparer un bras A par rapport à un bras B. On va voir si ce nouveau traitement permet d'améliorer. Et enfin, par la suite, souvent, si le médicament il a été suffisamment efficace, évalué par plein de comités d'autorités différentes, il va être disponible pour l'ensemble des patients sans passer par le protocole. Et on va toujours suivre au long cours s'il n'y aurait pas des effets secondaires qu'on n'aurait pas vu dans les phases précoces. Tout ça est très réglementé, très strict, de plus en plus strict pour le bien des patients, mais c'est vraiment souvent une opportunité d'avoir accès à ces nouveaux traitements. Donc voilà, juste pour finir cette première partie sur le parcours de soins en hématologie et comprendre les maladies hématologiques. Le parcours de soins, on essaye, même s'il y a des traits caractéristiques communs, de le faire unique, adapté à chaque patient en fonction des demandes. Il ne faut pas hésiter à avoir son mot à dire en tant que patient en disant moi, dans mon soin, je veux absolument tel ou tel critère, ou pour moi, ça c'est hors de question, et on peut discuter. Souvent, je dis aux patients, on peut négocier, il y a des choses pour lesquelles je ne suis pas prêt à négocier, il y a d'autres choses que je suis prêt à négocier. On se pose toujours la question, nous les médecins, de ce qui nous semble être la meilleure option thérapeutique. On peut se tromper, mais souvent on est basé sur des faits scientifiques, l'importance des soins de support. Et mon dernier mot, c'est important d'avoir un climat de confiance, d'engagement commun, médecin-patient. Donc c'est parfois tacite, mais c'est vraiment très important. Il y a parfois des difficultés à venir à certains rendez-vous. La rupture de soins ou des patients qui ne sont pas 100% d'accord avec les soins, c'est très complexe. Et je peux voir aussi dans l'autre sens des relations de confiance avec les médecins qui ne sont pas toujours optimales. En tout cas, souvent c'est néfaste pour le soin. Donc aujourd'hui, il y a la possibilité d'avoir un deuxième avis. Parfois, les patients ils viennent nous voir ou ils vont voir un autre collègue parce qu'ils ont besoin d'entendre souvent le même message, mais par quelqu'un d'autre. Ça, c'est le droit de tout le monde. Mais on a besoin d'avoir ce climat de confiance et de transparence pour bien travailler ensemble. Donc je vous remercie pour votre attention et je vais proposer donc à un patient qui est suivi dans le centre où je travaille qu'on puisse discuter ensemble pour peut-être vous donner son regard, sa vision des choses sur ce que j'ai dit. Peut-être qu'il n'est pas d'accord du tout avec ce que j'ai dit ou peut-être il y a des similitudes, mais voilà, c'est toujours important aussi pour nous d'écouter, d'avoir un feedback du vécu des patients qui est forcément différent du nôtre. Et après on passera un petit temps de questions. Allô? Oui, Marche. le temps qu'on... Voilà, juste une petite question. Vous avez parlé tout à l'heure des facteurs qui pouvaient avoir une influence sur les cancers. Alors, par exemple, on sait que dans le cancer du sein, il y a le facteur hérédité qui joue. Est-ce que dans les maladies aussi liées au cancer en lien avec l'hématologie, est-ce qu'il y a aussi des facteurs d'hérédité ou pas? Donc le plus souvent non. On retrouve parfois dans des familles, dans les antécédents des parents, des grands-parents, des hémopathies aussi. Donc il y a peut-être un sur-risque quand on a un parent qui a eu une maladie hématologique, d'avoir une maladie hématologique, mais on n'a pas été capable d'identifier un gène en se disant très tôt dans la jeunesse, vous avez ce gène-là, vous avez un risque très important d'avoir telle ou telle hémopathie, ou en tout cas si on l'avait mis en évidence, on n'est pas forcément capable d'intervenir. Donc souvent ce qui nous intéresse, c'est d'identifier un facteur de risque et d'intervenir. On va dire le tabac, l'alcool, ça c'est des choses sur lesquelles on peut intervenir, mais en hématologie, dans la règle générale, non. Donc il n'y a pas d'action thérapeutique menée pour ça. Merci. Est-ce que vous nous entendez toujours ? Oui. Oui, et nous on vous entend avec un tout petit décalage, mais je vais essayer de respecter ce décalage. Donc je le redis, moi je ne vais pas prononcer votre nom et votre prénom parce que j'en ai pas le droit. Merci encore d'être disponible et avec nous aujourd'hui. Voilà. Juste pour l'anecdote, j'ai contacté plusieurs patients et mes premiers patients ils m'ont dit non, moi je prends un avion parce que je vais à Singapour. L'autre non, moi je suis en thalassothérapie, je me repose. L'autre non, moi je suis en week-end, je suis en province. Pour vous dire que ce que je vous ai dit sur les traitements en dehors de l'hôpital, au domicile, bah c'est la réalité et tant mieux. Donc je suis content que vous soyez à distance et que ça se fasse comme ça. Alors peut-être une première question sur est-ce que vous pouvez nous redire comment
vous, au début, il y a eu ces anomalies. Qu'est-ce qui a fait que vous avez fait vos premières prises de sang? Comment vous avez fait pour joindre un hématologue? Quel a été ce premier parcours? On l'a vu sur le diagnostic. Comment ça s'est fait avant d'arriver à l'hôpital, s'il vous plaît? Bonjour, donc je m'appelle Thierry et j'ai aujourd'hui 58 ans. Donc effectivement, mes premiers symptômes remontent à peu près il y a 2 ans. Quel mois exactement, je ne sais pas. On va dire qu'en janvier 2023, j'ai fait une chute de vélo, je suis tombé face en avant et je me suis sur le côté. Et j'ai eu une vive douleur au niveau des côtes et j'ai eu le sentiment de m'être cassé des côtes. Mais comme c'était pas la première fois, parce que je faisais certains types de sports, euh, j'ai reconnu la douleur. Sauf que cette douleur-là, au fil des mois, elle n'a pas super bien évolué. Et j'ai de plus en plus de mal au dos. Alors, j'ai toujours eu des problèmes de maux de dos. J'allais voir 3-4 fois dans l'année l'ostéo. Sauf que, au bout de 2 ou 3 séances d'ostéopathie, je trouvais que mon ostéo avait perdu la main, quoi. Et, euh, et puis, bon, je dis, bon, ça va passer, ça va passer. Et puis, on arrive en septembre. Et en septembre, avec le travail, on va faire un petit building, on va faire l'initiation au golf, vous voyez, pendant un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure. Et puis, à un moment donné, je fais un mauvais geste en faisant un swing. Ma jambe arrière qui est supposée bouger, je l'ai laissé un peu trop ancré dans le sol et je me suis pris toute la rotation de mon corps au niveau des côtes. Et là, j'ai cru que je m'étais déchiré complètement on va dire je sais pas comment on dit ça, tout le coffre, ou les vertèbres, ou je sais pas quoi. J'ai cru que j'allais même m'évanouir. Et donc, c'était vraiment une douleur très, très forte. Et pendant 10 minutes, un quart d'heure, je me suis arrêté. Je dis, bon, un peu bête, je vais essayer de reprendre pour essayer de me la remettre. C'était une très mauvaise idée. Et puis, donc, la douleur est restée quelques jours. Et puis, au bout de 15 jours, je me dis, waouh, ça va pas. Je vais revoir l'ostéo. Le somme me dit, non, c'est bon, je ne vous touche pas. Vous allez voir le médecin maintenant. Je suis allé voir le médecin. Le médecin a dit, bah, écoutez, vous allez passer un scanner rapidement. Ok, bon. Je suis pas le genre de mec à m'inquiéter, donc je ne vais pas commencer à poser des questions, vous pensez quoi, etc. On va faire le scanner, et puis le scanner semble montrer une tumeur au niveau des côtes à gauche, une grosse tache noire au niveau du poumon. Et là, je vois nécessité d'un tel scanner. Alors moi, je ne connais pas grand-chose là-dessus. Il se trouve que mon ami d'enfance est dermatologue, donc on n'est pas hématologue, mais dermatologue. Et je lui envoie un message, un SMS. Je dis, écoute, quand tu peux me rappeler, rappelle-moi. J'ai fait un scanner, ça m'a l'air pas terrible. Un quart d'heure après, il m'appelle. Je lui lis le scanner. Il me dit, envoie-moi tout. Et puis, en fait, il se trouve que sa femme est hématologue. Et puis, dans la soirée, il me rappelle, il me dit, écoute, j'en ai parlé avec ma femme. Si tu es d'accord, on prend le relais, on va te prendre les rendez-vous qu'il faut. Donc, on va voir le pneumologue. Et là, vous parliez tout à l'heure de l'accompagnement. C'est une phase qui était importante. Parce que je ne suis pas une personne soucieuse, je suis pas. Moi, je veux dire, je suis plutôt très factuel, donc je n'étais pas là à me dire qu'est-ce que j'ai. J'ai dit, bon, je fais des examens, pas besoin d'examen si on sait si on sait ce qu'on a. Donc, si on fait des examens, c'est pour savoir. Donc, je ne vais pas commencer à faire celui qui en sait mieux que les autres. Et donc, il m'appelle, donc le rendez-vous était le vendredi, puis je crois que le mercredi ou le jeudi, il m'appelle, et puis il me dit, bon, tu vas voir le pneumologue, tu vas avec ta femme. Je dis, bon, non, pourquoi tu veux que j'y aille avec ma femme? Bon, c'est quand même pas mal et tout. Je dis, attends, mais jamais emmené ma femme enfin, je suis jamais allé voir le médecin avec ma femme. Pourquoi? Ouais, quand même. Ouais, si tu veux, moi, vendredi, je travaille pas, on y va ensemble. Écoute, si tu as du temps à perdre, moi, je serais très content de te voir. Enfin, ça a duré ce jeu 2 minutes, et puis je me sentais un petit peu insistant. Je dis, bah, écoute, viens. Et puis, en fait, il est venu et j'ai trouvé ça très bien parce que je me suis aperçu, et là je parle avec du recul, que j'écoutais bien pendant la réunion, comprenais à peu près 80% des choses qui se disaient. Et puis à la fin, il a commencé à. Pardon. Le pneumologue, il a cru que. Il a dit non, c'est pas les poumons. Il a pensé à la plèvre, peut-être un cancer de la plèvre, mais il n'était pas sûr. Et il dit il faudra faire une ponction. Et puis mon ami lui pose quelques questions. Il parle un peu sur l'hématologie.
Et là, je connaissais pas, je sais pas s'il a parlé de myélome à ce moment-là ou pas, mais ils ont commencé à parler un peu d'hématologie. Et puis quand je suis sorti, et puis moi j'étais, je pourrais dire un peu excité, mais voilà, j'étais super bonne humeur pendant la réunion. Et il m'a dit, bon, c'est bon, c'est sérieux, quoi. Donc à la fin, on sort. Et puis là, il me dit, qu'est-ce que tu as compris? Et je commence à lui expliquer ce que j'avais compris. Et je m'aperçois que je commence à parler avec des sanglots dans la voix. Or, je ne pleure jamais. C'est malheureux, mais je ne pleure jamais. Peut-être la dernière fois que j'ai pleuré, c'était peut-être 30 mois avant. Et je me dis, waouh, il y a une charge quelque part que je n'ai pas perçue. D'où l'importance d'être encadré au bon moment. Et là, donc, il a pris le relais, il m'a fait faire passer différents examens. Et puis, on est arrivé très rapidement. Ça s'est passé, je crois, en l'espace d'une semaine. Hein. En l'espace d'une semaine, donc, on a fait le pneumologue. Ensuite, j'ai fini un IRM cérébral qui a décelé des problèmes au niveau des cervicales. Le mardi, donc dans la continuité, prise de sang on a vu un pic monoclonal, le fameux pic monoclonal pour le myélome multiple, puisque je suis atteint du myélome multiple. Et puis le mercredi, justement, sa femme, pour gagner du temps, elle m'a dit, écoute, avant je faisais ça, j'ai pas perdu la main, je vais te faire si tu es d'accord, la ponction, comme vous parlez Le milligramme. la. Je vais peut-être vous couper pour cette première partie. Ça reflète bien, avant d'arriver à l'hôpital, les difficultés. Encore, là, vous avez, dans votre parcours, dans votre chance, accès à certains spécialistes. C'est vrai que c'est souvent ce premier moment, cette jonction médecine de ville, médecine de l'hôpital qui est difficile et sur lequel on doit tous s'améliorer. Mais voilà, les messages importants, c'est problèmes inhabituels. Vous disiez, vous avez souvent des douleurs, mais là, elles étaient permanentes ou elles se sont. Voilà. Il faut être à l'écoute de son corps et quand il y a quelque chose d'anormal qui persiste, c'est là que ça doit alerter. D'être accompagné en consultation. Je pense que c'est une chance et c'est bien. Il y a des patients souvent qui viennent parfois tout seuls, mais les autres fois, on a besoin de ne pas garder toutes ces informations. On a souvent besoin d'être aidé dans des parcours de soins qui sont très longs, très difficiles, des étapes. Donc, souvent, c'est mieux d'être accompagné. Il y a des patients, encore une fois, si le choix c'est d'être tout seul, c'est le choix de chacun. Mais quand on peut compter sur des gens, c'est important. Et effectivement, voilà, il y a des doutes entre des maladies du poumon, des maladies du sang. Donc, même les spécialistes du poumon, voilà, ça peut prendre du temps, mais rencontrer plusieurs spécialistes, demander plusieurs avis, c'est important. Et peut-être voilà, la facilité de faire des prises de sang. Sur le sang, on peut quand même voir beaucoup de choses. Peut-être des bilans de santé dépasser un certain âge. Ça, c'est le rôle parfois du médecin traitant. Et il y a des patients souvent qui demandent une fois par an un bilan de santé pour vérifier des paramètres simples. Ouais, encore une fois, c'est un champ peu exploré en hématologie de la prévention ou de diagnostic très précoce. Vous savez qu'il y a des maladies pour lesquelles il y a des dépistages de masse systématiques. Il n'y en a pas en hématologie parce qu'il faut une intervention, il y a plein de données socio-économiques importantes, mais elles ne sont pas disponibles. Et donc, on va passer sur la deuxième partie. Donc, il y a eu ce myélogramme, cette ponction de moelle qui peut être vécue très Voilà. différemment par des patients. Certains patients disent j'ai rien senti, c'était super. D'autres, c'est très traumatisant, très difficile. Il y a aussi un aspect d'anxiété de ce que ce geste représente. Peut-être nous dire un petit mot, vous, comment vous l'avez vécu cet examen et après la première consultation donc avec l'hématologue. Alors, donc, le myélogramme, c'est vrai que c'est assez douloureux. Alors, vous parliez tout à l'heure, il y a différentes façons de le faire. J'ai eu un anesthésion de 2 ou 3 piqûres au niveau du sternum. Mais c'est vrai que c'est pas agréable. Après, voilà, je pense qu'il y a pire. Ça ne dure pas non plus 1 heure. Je ne sais pas combien de temps ça a duré. Et la préparation était assez longue, mais j'ai l'impression que ça a duré peut-être 3 minutes, peut-être beaucoup moins. J'en sais rien. C'était pas agréable. Ouais, 3 C'était minutes, pas agréable, c'est ça. ouais. Bon, mais après, une fois que c'est fait, c'est bon, hein, c'est passé. On a un petit coup de douleur comme si on s'était fait un bleu, ou on s'était fait taper un os, mais voilà. Après, j'y pensais plus, hein, donc c'était pas, Et donc, c'est pas ça qui m'a marqué. et donc après le premier rendez-vous donc en consultation en hématologie,
comment ça s'est Voilà, passé? donc la consultation d'hématologie, globalement, ça s'est passé quand j'ai été hospitalisé. Donc, j'étais hospitalisé 3 jours après, je crois. Et là, on m'annonce le myélome. Alors, mon ami m'avait un peu préparé, mais j'avais toujours un doute. Et puis, je pense qu'elle voulait me préparer psychologiquement, elle voulait pas affirmer les choses. Voilà. Et donc, on m'a confirmé que j'avais un myélome multiple lorsque je suis arrivé à l'hôpital, en m'expliquant ce que c'était, à quoi il fallait s'attendre et en apportant, entre guillemets, la solution. Donc, en m'expliquant ce que c'était, docteur, vous en avez parlé tout à l'heure, on m'a expliqué aussi à quoi m'attendre, c'est-à-dire que c'est un cancer qui ne se guérit pas, mais qui se soigne, et que c'est une maladie chronique, c'est-à-dire qu'il est soigné, les symptômes vont disparaître, et ça va revenir comme on peut avoir une grippe. Et puis la troisième chose qui est importante, c'est bon, maintenant, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Donc, il existe différents traitements. Donc, on m'a expliqué qu'il existait différents traitements. Et en fonction de caractéristiques du patient, son âge, son état, etc., on va définir un traitement. Et si le patient ne réagit pas correctement au traitement, mais dans ce cas-là, on a d'autres possibilités. Mais on va commencer par celui qui semble le plus approprié. Donc, moi, ça m'a rassuré de ce côté-là. Un, parce que je suis quelqu'un de très factuel, de très rationnel, donc de comprendre que j'ai absolument besoin. Deux, de voir que les gens en ont sous le pied. En l'occurrence, que la médecine et les médecins en ont sous le pied, c'est-à-dire qu'il n'y a pas qu'une seule solution, et si ça ne marche pas, bah, tant pis pour vous. Donc ça, je pense que c'est aussi un côté qui donne de l'espoir. Après, la question qui a été très dure pour moi à gérer, c'est clair, c'est une question que je ne vais pas dire que j'ai honte de poser, mais je sais que on ne doit pas poser ce genre de questions à un médecin, mais je n'ai pas pu m'en empêcher, en disant, bon, ok, j'ai bien compris que c'est une maladie qui ne se guérit pas, mais globalement, j'en ai pour combien de temps? 3 mois? 6 mois? Un an? 3 ans? Je dis, c'est pas pour jouer au tiercé, hein. C'est juste moi parce que je vais gérer ma vie d'une façon très différente. Et là, la réponse qu'on m'a faite, bah, écoutez, on ne sait pas, on ne peut pas vous donner. On ne sait pas comment vous allez réagir au traitement et de toute façon, on ne pourra pas vous donner de date. Donc ça, pour moi, c'était la chose la plus compliquée à gérer. Et si on m'avait dit 3 mois, ben, je l'aurais pris tel quel et j'aurais fait les choses telles quelles. Mais le fait de ne pas savoir, pendant un temps, on va dire les 2 premiers mois, c'était quelque chose de compliqué dans ma tête, de savoir à quelle vitesse il fallait que j'accélère, surtout que je n'étais pas en très bon état physique, à quelle vitesse il fallait que j'accélère pour protéger ma famille, pour... voilà. Peut-être que je peux rebondir sur ce point. C'est vrai que c'est parfois une question en consultation, c'est une question qu'on se pose tous, j'en ai pour combien de temps? Effectivement, on ne peut pas répondre à cette question parce qu'on n'est pas capable de dire pour tel patient, à coup sûr, voilà, on n'a pas l'information, on ne sait pas. Ce qu'on peut dire, c'est, ben voilà, on a fait cette étude il y a tant d'années, on essaie de trouver l'étude qui a proposé le même type de traitement, et dans cette étude-là, en moyenne, sur 1000 patients, en moyenne, les patients, le traitement, il a marché. Donc là, on va dire dans cette maladie, aujourd'hui, 8, 9, 10 ans. C'est une moyenne. Ça veut dire qu'il y a des patients, le traitement, dès le début, il n'a pas marché du tout. Et d'autres patients, ils vont encore très bien 10, 15 ans avant, après. Donc c'est ça la difficulté, c'est de dire, au tout début, quand on n'a pas toutes les informations, si on ne sait pas si le traitement il a marché ou pas marché, on ne peut pas le dire. On a une idée, c'est-à-dire qu'il y a des maladies, je vous ai dit, il y a des maladies aiguës, et donc ça, on est capable de dire aux patients, je vous promets, je le sais, que si on fait rien, ça va forcément mal se passer. Parce que parfois, il y a des gens qui remettent en question, qui se posent la question, est-ce que c'est net, il faut faire un traitement? Et ça, il y a des maladies où on est capable de dire, faites-moi confiance, si on fait rien, ça va très vite mal se passer. Et très vite, c'est au moins 3 mois. Ça, on est capable de dire. Mais de dire, sous traitement, vous, ça va très bien marcher ou pas bien marcher. La première consultation, on peut pas le savoir. Après, avec un peu plus d'affinité, avec certains marqueurs, parfois on peut dire, c'est toujours plus facile de dire, chez vous, on a vu, il y a peut-être des marqueurs plus favorables que d'autres. A contrario, c'est parfois difficile de dire, on a vu que chez vous, il y a des caractéristiques de maladie plus difficiles, mais peut-être qu'on va augmenter l'intensité des traitements. Peut-être qu'on va faire plus fort des traitements plus longtemps. Voilà. Mais encore une fois, difficile de dire, et c'est pas difficile, c'est que c'est impossible et que ça serait mentir de dire, vous en avez pour 3 mois, vous en avez pour 10 ans. Et sur les 10 ans passés, on ne sait pas ce que seront les nouveaux médicaments développés. Et donc c'est ça le message d'espoir, c'est que dans la maladie dont vous souffrez, dont vous parlez, les résultats ont été multipliés entre 3 et 5 fois sur les 15 dernières années,
par le temps, par la découverte de nouveaux médicaments. Et donc on n'est pas devin, on ne peut pas deviner, même si on a des idées sur l'immunothérapie, on ne sait pas à quel point ça sera révolutionnaire. Donc voilà, c'est parfois, je sais que c'est frustrant, c'est difficile, mais en tout cas souvent c'est plutôt un bon signe qu'un médecin ait dit je sais pas face à cette question, et c'est jamais, on n'essaie jamais de mentir ou de cacher la vérité. Si le médecin il est inquiet, on essaye de faire passer des messages aux patients, parfois c'est difficile d'entendre ces messages, ou à la famille, pour montrer que nous on est très inquiets et qu'il faut s'organiser, parce qu'on entend bien sûr ce message de nécessité. Certes il y a la maladie, mais il y a l'entourage, il y a la vie à côté, donc c'est important que chacun puisse se préparer. Et est-ce que vous pouvez peut-être nous dire un petit mot sur les traitements? Donc d'abord commencer à l'hôpital. C'est vrai que si on a toutes les informations, on sait qu'on a la maladie, on sait qu'il faut commencer les traitements plutôt que de faire 1, 2, 3 consultations. On hospitalise directement le patient pour commencer, avec un petit message sur les difficultés des lits dans le système public, des fermetures des lits, des besoins de personnel paramédicaux, d'infirmières. C'est difficile, mais on fait en sorte de faire du mieux qu'on peut avec nos moyens. Peut-être décrire les différents temps, hospitalisation, passage en hôpital de jour, certains traitements à la maison, et aussi des traitements maintenant tous les 3 mois en consultation. Alors, c'est un peu ce que vous avez expliqué tout à l'heure, c'est que pour ma part, donc, je suis rentré à l'hôpital. De mémoire, je suis resté, je crois, 3 jours. Je dois rentrer vers midi. À 14 heures, je devais voir le médecin qui m'annonce, qui fait le diagnostic. Et je pense à 17 heures, j'ai mes premières injections. Donc, c'était extrêmement vite dessus. Et puis, au bout de 3 jours, je suis reparti. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, après, je devais revenir chaque semaine à l'hôpital. Donc ça a duré, je crois, jusqu'au... Je vais dire une bêtise. J'ai commencé en fin octobre. Au moins, je pense pendant 3 mois, j'ai dû aller toutes les semaines à l'hôpital, quelque chose comme ça. Et après, ça s'est fait, il me semble, par santé-service. Donc, le santé-service, pouvait, je ne sais pas si c'est une association ou un organisme ou des infirmières qualifiées qui ne font que ce type de traitement, de chimio, et qui viennent donc, en l'occurrence pour moi, 1 fois par semaine, me faire mes injections, repartent. Donc ça, c'est très bien, je reviendrai là-dessus après. Et puis ensuite, je suis rentré à l'hôpital, je crois, 2 jours pour faire mon prélèvement de cellules souches. Donc, je crois que c'était en février. Et après, je suis revenu à l'hôpital pour un peu plus de 3 semaines pour une chimio intensive. Et puis, dès le lendemain, faire mon autogreffe. Et à l'issue de ça, donc je suis rentré chez moi alors à plat, parce que à Plaisir, entre guillemets, à plat. Et puis, au bout d'un mois, je crois, j'ai repris un traitement de consolidation qui était en fait le même que mon traitement initial que vous appelez, je ne sais plus comment ce traitement de... Consolidation. Mais donc là, effectivement, juste... Oui. Brièvement, il y a un traitement qu'on appelle d'induction. Induction, on essaye de faire des traitements très, très vite, très forts pour faire baisser le plus possible la maladie. Après, une phase qu'on appelle l'autogreffe, on intensifie. Donc là, vous dites, on a recueilli dans le sang les cellules de la moelle. Je vous ai dit que les cellules de la moelle, par définition, elles sont dans la moelle, mais on est capable de faire sortir les cellules. On donne un produit qui fait sortir les cellules de la moelle pour qu'elles passent dans le sang. Et donc, par une machine, par une grosse prise de sang, comme un peu quand vous faites un don du sang, on est capable de récupérer ces cellules parce qu'elles ont une taille particulière. Donc on peut récupérer dans le sang les cellules de la moelle osseuse, et comme je vous ai dit, les cellules de la moelle osseuse, elles sont capables de régénérer. Et donc vous, on vous a fait une grosse chimiothérapie, on appelle ça grosse chimiothérapie parce qu'à coup sûr, elle va faire baisser les globules pour essayer d'éradiquer le plus possible les cellules résiduelles malades. Et si on faisait rien derrière, il y aurait une longue période sans globules et des risques de faire des infections importantes. Et donc pour ça, on décongèle les cellules souches qu'on avait récupérées et on les injecte dans le sang, et elles ont une mémoire, ces cellules souches. Elles vont circuler dans le sang, elles vont se souvenir qu'il faut retourner dans leur maison, la moelle osseuse, et elles vont refabriquer des globules. Donc c'est un traitement qu'on fait dans cette maladie depuis 1986, et malgré toutes les innovations, en 2025, on n'a pas su faire mieux. Donc il y a parfois des vieux traitements développés par l'armée russe, le Melphalan, mais qui sont encore efficaces aujourd'hui. Même si on essaye, on se pose la question chaque année,
de faire autrement. Mais on n'a pas fait, donc c'est le traitement qu'on propose. Et après, on fait la consolidation pour essayer de maintenir sur le long terme ces résultats. Et après, on allège les traitements et on donne un seul médicament sur des comprimés. Quand je dis un seul médicament sur les ordonnances, c'est pas vrai. En haut, il y a un seul médicament de traitement spécialisé, mais après, il y a tous les autres traitements à côté. Et je vois leur tourner. Juste un dernier message, quand on avait discuté pour préparer, même si on n'a pas répété ou on s'est pas mis d'accord sur certains, mais enfin en tout cas en toute transparence, chacun parle librement, sans pression. Il y avait un message que vous m'aviez dit hier de cohérence que vous Oui, appréciez. Moi j'ai dit le et climat ça de m'a confiance. énormément aidé ça, parce qu'encore une fois, comme je vous le dis, j'ai besoin de comprendre. Et j'ai trouvé qu'il y avait un très bon encadrement, un très bon suivi. Je ne parle pas de mes amis, je ne parle pas de ma famille, je parle uniquement du corps médical. Entre le premier rendez-vous que j'ai eu à l'hôpital, où j'ai rencontré donc le docteur, je vais appeler mon référent, qui est encore aujourd'hui. Il y a les internes, il y a les infirmiers, infirmières, et il y a les infirmières coordination, donc qui ont un rôle un peu plus fort qu'une infirmière, on va dire, conventionnelle, puisqu'elle a un peu le relais du médecin, puis elle a certaines prérogatives. Et à, et à chaque fois, globalement, c'est les mêmes messages. Alors, quand on aime bien comprendre et qu'on veut comprendre, on veut aussi être sûr. Donc, on peut poser des questions d'une façon différente à différentes personnes pour croiser l'information, et à chaque fois, c'est les mêmes réponses. Avec des mots différents, mais c'est des mêmes réponses. Et ça, c'est extrêmement rassurant. À aucun moment, j'ai perçu le doute ou l'hésitation. Et ça, je pense que c'est très très bien parce que j'ai donné très rapidement ma confiance. Et on a besoin de donner sa confiance pour concentrer son énergie, on va dire, sur soi ou sur les autres, mais sur les autres, sur sa famille, on va dire, pour passer la douleur, pour surmonter le choc, parce que c'est un très très gros choc au départ. Donc ça, c'était extrêmement important et je trouve que, et je sais aussi en travaillant dans une entreprise que c'est pas toujours facile d'avoir une très bonne communication à l'externe ou à l'interne et qu'il y a toujours des gens qui ont des petits couacs. J'ai jamais senti ça. C'est vrai que c'est difficile de contrôler la communication de tous les membres de toute son équipe. Il y a un renouvellement, chacun est différent, mais c'est vrai que comme vous m'avez dit ça, j'ai trouvé ça super. Enfin, c'est ce qu'on essaye de faire. Mais si, parce qu'on entend aussi là, dans ce que vous décrivez, on a l'impression que tout s'est bien passé et tant mieux, mais on entend aussi les choses qui ne se passent pas aussi bien. Et dans ce cas-là, souvent, il y a le rôle d'un médecin référent. Donc le médecin référent, je pense qu'au sein de l'hôpital ou du parcours de soins du patient, il y a un médecin qui a peut-être un rapport particulier. Souvent, c'est celui qui l'a vu la première fois. Et là, c'est des maladies chroniques. Et donc, parfois, on a la chance de suivre des patients pendant X années, plusieurs dizaines d'années. Et ce médecin référent, même s'il n'est pas vu à chaque consultation, s'il n'est pas vu lors de tous les passages en hôpital de jour, parfois, c'est celui qu'il faut savoir alerter. Enfin, il faut qu'il soit disponible aussi. Peut-être que tous les médecins ne sont pas disponibles et on travaille là-dessus. Mais celui qu'il faut alerter. S'il y a eu un couac, s'il y a quelque chose, un désaccord ou une information, deux personnes ont dit deux choses totalement contraires. Alors après, il y a le côté hiérarchique, mais de pouvoir avoir accès à son médecin référent et de dire j'ai pas compris, là on m'a dit ça, qu'est-ce qui se passe, et de pouvoir aplanir, discuter ensemble. Donc tant mieux si tous les messages sont les mêmes par tous les professionnels de santé, tous les intervenants, c'est le cas idéal. Si c'est pas le cas, voilà, pouvoir accrocher un médecin référent. Et c'est comme nous, souvent on dit dans la famille, on a un référent, j'ai pas le nom, le terme, et la personne de confiance. On a besoin dans la famille d'avoir quelqu'un, s'il y a un problème, d'avoir un message à la personne de confiance, de ne pas rencontrer toute la famille parce que c'est difficile. Et on a besoin dans les deux sens, médecin référent et personne de confiance. Est-ce que Et de ce côté-là, si je peux rajouter, les infirmières de coordination ont joué un très très bon rôle. Parce qu'on ne va pas appeler le médecin, déjà on ne sait pas comment joindre forcément, hein, sauf à passer par le réseau, mais les infirmières de coordination peuvent répondre à des questions très simples, très pratiques, du jour le jour. En envoyant un email durant la journée, on a la réponse et c'est aussi très très rassurant. On se sait suivi et on se sent connu dans le service. Et franchement, c'est VIP entre guillemets. Est-ce que pour finir, pour conclure, vous pourriez ne pas donner des conseils, mais dire selon vous ce qui vous a aidé, ce qui a permis de mieux vivre avec les traitements ou de se sentir mieux? Est-ce qu'il y a des tips? Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont beaucoup aidé? Alors, après, je pense que c'est peut-être aussi une question de personnalité.
Donc, il y avait le côté confiance de départ, ça c'était primordial, de savoir qu'on était au bon endroit avec les bonnes personnes et le bon traitement. Donc, on peut se concentrer à autre chose. Et après, je pense que moi, dans ma tête, j'avais pris le parti, bon, ok, j'ai une maladie qui est grave, mais je veux pas qu'elle soit au centre de ma vie. Je veux rester au centre de ma vie. Je veux respecter ma maladie. Je ne la traite pas de tous les noms. Elle est là. Je veux la respecter pour mieux, entre guillemets, voir ce que je peux faire avec et donc me poser la question, les médecins font des choses pour moi, qu'est-ce que je peux faire pour eux? Donc, c'était une question que j'avais posée. Et on m'avait dit, écoutez, l'activité physique, c'est très important. Et donc, j'ai fait tous les jours, même si j'avais mal, même si c'était compliqué, j'allais marcher 1 km, 2 km, 3 km, 4 km. Je faisais des exercices, en l'occurrence, l'association a pourvu aussi des séances d'exercice par vidéo et faire des étirements et comprendre quand on réapprend son corps, parce que j'avais été à un moment donné très très mal, et on réapprend son corps, on n'ose pas forcément soi-même dire tiens, je peux lever le bras, je peux me tordre comme ça. Alors j'ai fait des arts martiaux, donc je veux dire, mon corps, je l'ai quand même sollicité. Et ça, c'est très, très rassurant. Je pense que garder l'activité physique, ça aide et on se sentait vraiment bien de le faire. Puis je voyais d'autres personnes. Alors je pense que j'étais plus jeune. Celui qui était le moins jeune après moi, il avait bien 25 ans de plus que moi. Euh, mais je m'apercevais que on était au même niveau physiquement, quasiment. Très bien, merci Donc ça, c'est beaucoup. important. Est-ce est-ce qu'il y a quelques questions dans la salle? Je vous invite à prendre un micro pour que tout le monde ou les replays soient disponibles. Encore une fois, je voulais vous remercier pour votre transparence et ce Je vous discours, en votre prie. témoignage très, très clair et très informatif pour nous tous. Oui, Oui, bonjour déjà, merci pour cette présentation très pédagogique qui m'a permis de comprendre beaucoup de choses auxquelles j'avais rien compris jusqu'à présent. Moi, j'ai une question sur la recherche, puisque vous avez présenté une slide sur la recherche clinique. Quelles sont les pistes les plus prometteuses aujourd'hui et dans quel type de cancer hématologique? Et la deuxième question, c'est sur mon sujet à la mode, l'intelligence artificielle. D'une part, pour tout ce qui est médecine prédictive, même si c'est controversé, mais comme il y a des cancers qui ne se guérissent pas et qui doivent être suivis, est-ce que ça peut avoir un apport ou pas d'utiliser ce genre d'outils? Et le deuxième point, c'est sur la personnalisation des traitements. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est utilisé ou pas encore en hématologie? Merci. merci beaucoup pour ces trois questions qui sont absolument importantes. Donc les trois questions. La recherche, le plus prometteur, c'est chemo-free, c'est-à-dire de faire des traitements, mais sans vieille chimiothérapie, avec des effets secondaires, la chute des cheveux, des toxicités, nausées, vomissements. Et donc ça, on essaie de remplacer par l'immunothérapie. Ça, je pense que c'est maintenant, mais pour moi, il y a certaines immunothérapies, c'est des versions 1.0, et on est en train de les améliorer. Et donc, ce que j'ai cité tout à l'heure, c'est de prendre des cellules du patient, de les faire modifier dans un laboratoire et de les équiper, les réinjecter à ce même patient pour détruire les cellules. Donc en fait, on équipe notre propre système immunitaire qui a des capacités, mais il était un peu leurré, où la cellule tumorale, c'est des cellules aussi intelligentes, et donc elles se cachaient, et là on les équipe pour les tuer. Donc ça, c'est prometteur, mais on sait qu'on doit améliorer encore ces résultats. Mais d'ores et déjà, ça guérit certaines formes de maladies qui ne le permettaient pas avant. Donc ça, c'est la première question. Et voilà. La deuxième question sur l'intelligence artificielle, on va dire en pratique clinique de tous les jours, ce qui marche le mieux, c'est quand même le cerveau du médecin et l'ordinateur classique. Hein. Mais dans la recherche, ou en tout cas dans certains laboratoires de recherche, être capable d'analyser des milliers, des milliards de données, ça, il y a des laboratoires qui ont accès à l'intelligence artificielle pour savoir quelle piste serait la plus intéressante. On ne peut pas passer ne serait-ce qu'une journée sur 10 000 marqueurs, on est obligé de privilégier certains marqueurs, et ça, l'IA, ça peut nous aider de savoir. Et surtout de brasser beaucoup de données, d'intégrer beaucoup de données entre elles. Ça, un médecin, même s'il passe beaucoup de temps, s'il a fait beaucoup de consultations, il n'aura jamais la capacité en temps, en statistique, de ce pouvoir-là. Donc il y a une éducation, donc on essaye de transférer le plus possible d'informations, mais vous savez que parfois c'est difficile de croiser des informations du système public à une boîte privée, donc il y a aussi tout le réglementaire. Après, en pratique clinique, je pense que là, pour le cas de monsieur qui a témoigné, je pense qu'on a fait des traitements sans avoir besoin d'intelligence artificielle. Il y a l'IA, c'est très bien, mais aussi le soin, le contact humain.
et aussi voire plus important. Donc on peut faire des traitements super sans accès à l'IA pour la recherche. Et la troisième question, la médecine prédictive, la médecine personnalisée, oui, dans ce temps du diagnostic important, on va regarder quelle cellule est malade. Dans cette cellule, on va regarder quels sont les chromosomes qui ont été abîmés, et au sein des chromosomes, quels gènes, oui ou non. Et au sein des gènes, on peut voir des sous-types. Donc il y a vraiment cette dissection et ce temps parfois incompressible qui nécessite du temps de laboratoire pour proposer le meilleur choix. Parfois, on fait un traitement qui va marcher chez tous les patients au début, on attend de récupérer tous les résultats et après on affine les résultats. Donc ça, médecine personnalisée, je pense qu'on y est, c'est sûr. Peut-être pas encore pour toutes les maladies, mais vous savez, les médecins, on aime bien faire des catégories, pas des catégories, mais faire des sous-groupes de maladies, de les disséquer, de proposer des traitements spécifiques. Je vous laisse intervenir sur la recherche. Oui, je veux bien, bonjour. Oui, moi je fais partie d'un protocole en fait de recherche clinique, et c'était une grande chance parce que ça m'a permis d'avoir un traitement qui a commencé en octobre de l'année dernière, alors qui va être plus long, qui sera plus long qu'un traitement de chimiothérapie classique. Donc c'est de la chimiothérapie couplée à de l'immunothérapie. Donc avec des comprimés de chimiothérapie et des piqûres d'immunothérapie. Voilà. Et donc ça permet effectivement d'éviter tous les désagréments. J'ai pas eu de perte de cheveux, de nausées, de diarrhée, de choses comme ça. Enfin, ça permet une vie beaucoup plus facile. J'ai pas de chambre implantable. Moi, c'était par rapport à un lymphome, donc le système lymphatique et les ganglions qui ont augmenté comme ça d'un seul coup. Et donc le diagnostic a été aussi long à poser, puisque le temps de faire des biopsies un peu partout, parce qu'en fait c'est difficile de trouver des fois de la première fois, donc c'était aussi un temps un petit peu long. Et après une randomisation, une participation à l'étude, et donc voilà, ça peut être, franchement. Randomisation, c'est-à-dire tirage au sort. Tirage au sort, voilà. Pour que ça soit équilibré, que ça soit pas le médecin qui décide, que ça soit pas le laboratoire, c'est vraiment un algorithme, un ordinateur. Peut-être juste dire qu'un protocole, il y a des avantages d'avoir accès à des nouveaux traitements. Il y a aussi des inconvénients. C'est-à-dire que ça nécessite souvent que les soins soient faits à l'hôpital, qu'on attende plus longtemps à l'hôpital parce qu'il y a des surveillances après les traitements. Ça demande parfois une préparation du médicament. Donc il y a... oui, il y a un petit peu de temps, mais ces temps-là d'attente, en fait, quand on est en arrêt de travail, je dirais qu'on les a déjà. Donc, si on peut... ça a plus des questionnaires, des signatures, des documents. Il y a des prises de sang supplémentaires, il y a des examens supplémentaires. Et on parlait du myélogramme tout à l'heure. Alors, je n'étais pas du tout d'accord, parce que le myélogramme, il s'est hyper bien passé, contrairement à la prise dans la moelle osseuse du bassin, où ça a été impossible, en fait. Non, moi j'ai dit, il y a des patients qui disent super, refaites-moi un myélogramme, et d'autres jamais de la vie. Franchement, voilà, après c'est tout. Et l'autre chose pour les essais cliniques, c'est qu'il y a des critères. C'est-à-dire qu'on on peut pas proposer un essai clinique à tous les patients, il faut certains critères. Parfois, il y a des maladies qui sont trop graves pour lesquelles on ne peut pas attendre cette randomisation, le traitement il est tout de suite. Et donc il y a malheureusement, mais c'est comme ça que c'est fait, des critères pour lesquels il faut absolument ces critères pour rentrer dans le protocole. Et si on a des maladies trop graves du cœur, du poumon ou certains virus, malheureusement on ne peut pas rentrer. Donc si on ne propose pas à un patient, c'est qu'on sait qu'il ne pourra pas avoir accès à ce protocole-là. Et donc, là c'était pour un lymphome particulier en plus, parce que c'est vraiment un cas, des cas assez précis, et donc voilà quoi. Mais c'est intéressant. Merci de votre témoignage. Deux autres questions. Vous avez dit que dans l'annonce, vous deviez être clair, loyal, et le troisième mot, c'est quoi ? Approprié. Approprié, ok. C'est le texte officiel. Oui, c'est ce qu'on écrit tous sur les copies d'étudiants. J'avais retenu que les deux premiers. Après, souvent, avec l'expérience, on a chacun notre façon de dire. Bien sûr. C'est peut-être pas la meilleure, mais c'est comme ça qu'on fait. Ce qu'on dit, c'est qu'il faut avoir un temps consacré, de ne pas décrocher le téléphone, être sûr qu'il n'y ait pas quelqu'un qui va venir en faisant une grosse blague dans la salle de consultation ou demander autre chose. Répondre aux questions de la manière la plus claire possible. Dire les choses importantes. Effectivement, là, dans le myélome multiple, on dit « Vous avez une maladie grave. Aujourd'hui, en 2025, je ne suis pas capable de la guérir. On est capable de l'endormir, de faire des rémissions. » Mais il y a une très forte probabilité pour que la maladie elle rechute, et je ne sais pas quand est-ce qu'elle va rechuter. Donc c'est important de donner les grandes directions, des gros messages, et souvent la consultation du médecin elle ne dure pas 1 heure, et donc on dit des grosses directions, et après l'infirmière d'annonce elle va revenir point par point sur d'autres choses, et souvent moi le patient je lui demande de prendre un petit bloc-notes, une feuille, et d'écrire lui ses questions.
Et en plus, donner des sites internet qui sont pas sécurisés, mais sur lesquels on a confiance sur l'information. C'est des ressources importantes. Oui, je suis très surprise d'entendre que vous dites que vous ne savez pas, parce que moi je suis patiente partenaire, mais père aidante en onco. Ouais. Et en onco, le médecin, il dit pas souvent qu'il ne sait pas. On n'entend pas ça. Il dit la survie ? Non, il dit... Il dit pas... le mot, vous l'avez dit plusieurs fois, je ne sais pas. Mais vraiment dans le... Moi, c'est dans le climat de confiance, de transparence. Si je ne sais pas, je ne sais pas. D'accord. Ouais. Vous avez dit aussi, il y avait 3 parties, mais j'en ai noté que 2. Traitement, induction, donc, autogreffe. Là, c'est dans le myélome, on décompose les parties. C'est pas mal d'avoir un programme de soins, un plan de soins personnalisé, c'est écrit PPS. Un plan de soins, c'est savoir le patient à quelle sauce il va être mangé dans les prochains mois. Et donc, dans le myélome, on dit qu'il y a une phase d'induction. Dans certaines formes de leucémie, on dit ça aussi. On essaye de traiter, de faire baisser le plus possible le nombre de cellules tumorales. Après, il y a une phase qu'on appelle intensification thérapeutique ou autogreffe, pour raccourcir. Après, on fait consolidation. Consolidation, c'est... on tape encore un petit peu pour consolider la réponse obtenue. Et après, c'est maintenance, c'est maintenir sur la longue durée la rémission obtenue. Mais ça, c'est spécifique maladie par maladie. Mais il y a souvent ce concept d'essayer de maintenir au long terme. Il y a des maladies hématologiques. On sait si après 2 ans, il n'y a pas eu de rechute. Dans certaines formes de maladies hématologiques, on peut dire guérison. Malheureusement, moi, dans la maladie dont je m'occupe, je ne peux jamais dire ce mot-là. Ok. J'ai encore une question. Cellule souche. Donc, j'ai bien compris que la cellule elle a une mémoire et elle va savoir où elle doit retourner. Ouais. Est-ce qu'il y a plusieurs types de cellules souches ? La cellule souche, c'est la cellule mère, c'est la cellule numéro 1 du système immunitaire. Et à chaque fois, il y a plusieurs stades de maturation. À chaque fois qu'elle se divise, c'est une pyramide. En fait, c'est comme une pyramide. Le top de différenciation. Il y a la première pierre de la pyramide, et après, chaque pierre de la pyramide, elle est capable. Elle sait comment elle doit se diviser. Elle sait, elle a une lignée, et en plus, il y a des facteurs environnementaux autour qui va l'aider en disant, toi, tu dois devenir comme ça. Ok. Après, donc ça, on va passer à la dernière question, et je suis disponible après pour répondre à vos questions pour l'atelier, pardon. Bonjour, moi je veux juste rebondir sur justement cette incertitude. Moi j'ai eu la malchance d'avoir un lymphome, mais j'ai eu la chance d'avoir un lymphome de Hodgkin, qui a été le premier lymphome, un peu différent, mais qu'on a réussi à mettre en rémission. C'était il y a 30 ans. Et pourtant, à ce jour, il y a encore environ 5% de lymphome de Hodgkin qu'on appelle Hodgkin réfractaire, que l'on ne sait pas guérir, alors que c'est un lymphome moi je dis le mot guérison, que l'on guérit depuis longtemps. Alors moi j'ai été soignée au Moyen-Âge, c'est-à-dire que j'ai eu un traitement que je qualifierais de lourd, mais je suis toujours vivante. Et par contre, j'ai maintenant les séquelles lointaines des traitements lourds. Des séquelles pulmonaires, cardiaques, etc. Mais j'ai eu une vie de 30 ans supplémentaire. Voilà. Et puis un tout petit mot sur les associations. F3M s'occupe des malades des myéloïdes, j'allais dire, et nous, à Eli, nous nous occupons des lymphoïdes, puisque la cellule souche, elle a on va dire deux choses comme ça. C'est important de dire chaque maladie, maintenant, c'est pas sur expert. Et très souvent, nous travaillons ensemble sur beaucoup de choses, puisqu'il y a très souvent, mais pas toujours, des coïncidences sur les traitements qui sont souvent cousins. Voilà, je reste dans des mots très non scientifiques. Ouais. Bon, merci, je vais rebondir rapidement et conclure. Donc, dans certains types de lymphomes, et le temps là, du diagnostic, effectivement, nous, on se fixe des objectifs. Aujourd'hui, un lymphome de Hodgkin, l'objectif, c'est la guérison. C'est là-dessus parce qu'on a les moyens de le faire. Et donc, on va parfois escalader les traitements ou désescalader en fonction du TEP scanner. On va faire des imageries au cours du temps, voir si on a obtenu cette rémission ou pas. Si on ne l'a pas obtenu, on va escalader les traitements. Mais l'objectif dans le lymphome de Hodgkin,
Hodgkin, c'est la guérison, comme dans d'autres maladies. Mais il y a des maladies pour lesquelles on sait, même si c'est notre objectif, on va se suffire d'une rémission. Mais on tend tous vers la guérison. Et effectivement, quand il y a des séquelles au long terme avec les traitements d'avant, l'objectif des futurs essais cliniques, c'est d'incorporer l'immunothérapie pour se passer de la radiothérapie qu'on faisait avant ou des anthracyclines. Mais donc ça, on va dire, c'est le luxe. Quand on a une maladie qu'on est capable de guérir, après on passe à réduire les effets secondaires au long terme, qui sont aussi très importants, surtout quand c'est des maladies qui touchent parfois des sujets jeunes, voire très jeunes. Donc on va conclure là-dessus. Merci à tous de votre attention, merci de vos questions. Encore merci à vous d'avoir été disponibles via ce distanciel, mais qui montre que les traitements peuvent être de plus en plus faits à distance des hôpitaux. Encore une fois, on a besoin de discuter physiquement pour cette relation de confiance et pour la cohérence. Merci à tous et bon après-midi. Merci, au revoir.